Bon matin à tous, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Je m'excuse, mon révérend, j'ai toujours rêvé de dire ça. Tout le monde connaît les grands noms qui sont derrière la compassion. Anaïs, tu peux changer d'acétate. Yes. Donc de Mère Teresa à Gandhi en passant par Luther King. Il y a l'antithèse de la compassion qui s'est glissée dans ma présentation. Vous ne vous laisserez pas berner par son sourire charmeur. Mais le modèle de la compassion pour moi, c'était mon grand-père, Robert Caron. Donc, je ne sais pas si vous voyez la ressemblance. Sauf ici, Dieu soit loué pour l'instant. Donc, c'était mon modèle de la compassion parce que il n'était pas parrain de la mafia, hein. Il était médecin, pédiatre plus précisément. Moi et mes frères, il nous a soignés toute notre enfance et puis il a consacré sa vie aux enfants. Dans mes souvenirs, c'était quelqu'un d'assez strict et exigeant et qui en plus n'aimait pas les chats, c'est un gros défaut. Mais par contre, c'était quelqu'un de patient et d'attentionné. Je me souviendrai toujours de ce jour, je devais avoir 5 ou 6 ans. J'avais une otite, je souffrais beaucoup, et puis il a pris un long moment pour essayer de me distraire, me changer les idées. Ce jour-là, il m'a appris à lire les chiffres romains, puis il m'a appris à trouver le nombre de jours qu'il y a dans un mois avec les phalanges. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique ancestrale, si vous ne la connaissez pas, vous viendrez me voir à la fin. Et puis, quand il est décédé il y a 2 mois, et que j'ai rencontré à son enterrement de ses anciens patients, qu'il avait soignés ou même dont il avait sauvé la vie à 40 ou 50 ans, c'est là que j'ai pris la mesure du grand homme humble et discret qu'il était. Donc c'était un grand médecin, pas seulement parce qu'il était très compétent, mais surtout parce qu'il savait faire preuve de compassion, parce qu'il était ouvert aux autres, parce qu'il prenait le temps d'apprendre à connaître ses patients, à les écouter sans préjugés, en mettant de côté ses arrière-pensées. Alors la compassion, c'est quoi ? Tout le monde connaît ce que c'est que la pitié, c'est ce sentiment plein de bonne volonté, mais qui est entaché d'un aspect condescendant qui est alimenté par les préjugés. Tout le monde sait ce que c'est que l'empathie, c'est la capacité qu'on a de se mettre à la place de l'autre, ressentir ce que l'autre ressent, ses joies ou ses souffrances. Et la compassion, comme le disait Sarah, c'est plus dans l'action. C'est-à-dire que c'est notre capacité à comprendre ce que l'autre ressent sans pour autant ressentir ce que l'autre ressent. Ça nous permet de prendre du recul par rapport à sa situation. L'empathie, elle peut nous submerger d'émotions. On peut être pris d'un sentiment d'impuissance si on est confronté à trop de souffrance. Alors que la compassion, le recul et le positivisme permis par la compassion nous mettent dans des dispositions d'esprit plus constructives. Par exemple, si moi je vais chez le psy, j'ai pas envie qu'il s'effondre devant moi quand je lui raconte mon histoire. Je vous rassure, elle n'est pas aussi triste. J'ai envie qu'il ait à cœur de m'aider sans pour autant refléter mes propres émotions. Donc la compassion, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'écoute et qui prend de l'ouverture d'esprit. Donc pour en venir à Portrait de Montréal, Anaïs. Ouais, c'est une adaptation libre d'un projet qui s'appelle Humans of New York, qui a été lancé en 2010 par un photographe américain, un ancien de la finance qui a perdu sa job pendant la crise des subprimes et puis qui a décidé d'acheter une caméra et d'aller à la rencontre des gens dans la rue pour faire leur portrait. Donc en gros, c'est une photo et un morceau choisi de la discussion qu'il aura eu avec ces personnes. Avec Michael, on suivait ça depuis un long moment. On trouvait que c'était la seule petite fenêtre d'humanité qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Et puis quand on a quitté nos jobs tous les deux début 2014, moi j'étais en finance de marché et lui il était en pub, parce qu'on était en quête de sens, tout simplement. On s'est dit que Montréal, c'était une ville tout aussi cosmopolite, tout aussi multiculturelle que New York. Alors pourquoi pas créer la même chose ici ? On s'est lancé d'abord par curiosité, par fun, juste pour aller à la rencontre des gens, sortir de notre zone de confort, parce qu'on est à la base tous les deux assez timides et introvertis. Et puis rapidement, le but, c'est devenu d'essayer de réduire les préjugés, en essayant de provoquer cette fameuse compassion chez les gens. Le but, c'était aussi d'essayer d'inverser la tendance égocentrique sur les réseaux sociaux, donc se concentrer sur le « il » ou « elle » et pas sur le « je ». Donc comment ? En allant à la rencontre des gens, des inconnus, dans la rue, choisis au hasard, et puis leur offrir notre
notre temps, notre écoute finalement, en essayant de mettre de côté nos préjugés. Donc ces 4 dernières années, on a rencontré plus de 2000 personnes. On a rencontré des gens de tout bord, de tout milieu. On a rencontré des plus jeunes, des plus vieux aussi. On a rencontré des gens de toute culture, des gens de toute religion. On a rencontré des couples. On a rencontré des gens qui semblaient tout avoir, et puis d'autres qui avaient tout perdu. On a rencontré des couples de toute orientation sexuelle. On a rencontré des gens sur 2 roues, et d'autres sur 2 roues, les suivantes. On a rencontré des gens dans des ruelles obscures, dans des hôpitaux et dans des taxis. Youp, ça a sauté. Ouais, on a aussi rencontré des zombies, mais ils sont pas très loquaces. Donc, pour en venir à notre objectif, c'est vraiment d'essayer de réduire les préjugés qui affectent tout type de personnes. Et je vais vous raconter 3 histoires, je vais vous détailler 3 portraits d'itinérance. Pourquoi d'itinérance ? Parce que pour moi, enfin pour nous, c'est les personnes qui, dans notre société, envers lesquelles on fait preuve de moins de compassion. On a souvent de la pitié pour eux, parfois de l'empathie, mais très peu de compassion. Pourquoi ? Parce que on estime que ces gens-là ont fait les mauvais choix dans la vie, ou ont même carrément fait le choix d'aller dans la rue pour profiter du système, profiter de nos impôts chèrement payés. Donc je vais vous raconter ces 3 histoires. Je vais commencer par celle de Gilles et Fernand. Gilles à gauche, Fernand à droite. Meilleurs amis du monde. Ils se connaissaient depuis 20 ans. Et ils ont partagé le même petit renfoncement d'immeubles de la baie, au coin de Sainte-Catherine et Elmer, pendant de nombreuses années. Gilles, malheureusement, est décédé en janvier dernier. Le livre qu'on a sorti lui est d'ailleurs dédié. Mais le jour où on les a rencontrés tous les deux, c'était par une chaude journée d'été. Fernand, lui, il avait du mal à respirer, il souffrait beaucoup. Il trouvait le temps long, il trouvait l'été long. Et la manière dont il a raconté son histoire, on avait vraiment l'impression qu'il attendait que la mort vienne l'emporter, tout simplement. Donc, quand on a publié son histoire, le lendemain, il y a une personne qui a été touchée par son portrait et qui a réuni ses amis autour d'elle et qui a constitué une petite boîte remplie de produits de première nécessité et puis de ces petites choses-là, des inhalateurs, des bronchodilatateurs. Donc c'est un médicament assez anodin, mais ça peut sauver la vie des asthmatiques comme moi ou comme Fernand. Donc le surlendemain, elle lui a amené cette boîte. Fernand, je l'ai vu pas plus tard que la semaine dernière. Il est toujours au même endroit avec de nouveaux chums. Et il va emménager dans un appartement avec eux pour passer l'hiver. L'histoire suivante, c'est celle de France. Juste pour terminer sur l'histoire d'avant, c'est le premier portrait qui nous a permis de nous rendre compte que la publication d'une histoire dans le monde virtuel avait un impact important dans le monde réel. C'était vraiment le premier portrait qui nous a montré cet aspect-là. Donc France, je la considère comme ma voisine, parce que j'habite à 3 blocs de l'endroit où elle travaille. Certains d'entre vous la connaissent peut-être. Elle vend le magazine, le journal L'Itinéraire devant la SAQ au coin de Mentana et Mont-Royal depuis plus de 20 ans. France, quand elle était petite, elle devait avoir 4 ou 5 ans. Si tu peux revenir. Ouais, elle devait avoir 4 ou 5 ans. Elle était assise sur le trottoir, comme ça. Et puis il y avait d'autres enfants qui jouaient devant elle. Et il y a une voiture qui est passée trop vite dans la rue. La voiture l'a frappée. Le pare-choc, le bumper lui a frappé le visage. On ne peut pas le voir sur la photo parce que la partie gauche de son visage est cachée par ses cheveux. Mais toute son enfance, elle a souffert de son apparence. Sa famille l'a mise de côté. À l'école, elle était aussi mise de côté. Et elle a un peu quitté le système. Elle n'a pas pu faire les études qu'elle aurait voulu faire. Elle a passé du temps dans la rue. Mais elle s'est construite toute seule. Elle s'est construite une carapace. Elle a travaillé toute sa vie. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a tout de suite avoué qu'elle n'avait jamais autorisé personne à la prendre en photo. Après quelques minutes, j'ai écouté son histoire et puis elle m'a offert sa confiance. Elle m'a permis de la prendre en photo, cette photo-là. On publie l'histoire et le lendemain, je lui amène l'impression des centaines de commentaires de personnes qui voulaient absolument lui dire qu'elle avait un sourire magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment magnifique son sourire.
Et par la suite, des gens sont même venus lui dire en personne. Ces personnes, elles les voient encore aujourd'hui, tous les jours. Et quand on a sorti le livre, en mai dernier, c'est la première personne à qui j'ai amené le livre, à qui j'ai offert le livre, parce que je voulais absolument qu'elle se voie en couverture d'un livre. Un livre que du monde allait avoir chez soi. Donc je pense qu'elle l'a gardé en bonne place chez elle. Et ça, c'est le premier portrait qui nous a permis de nous rendre compte que des petits mots, des petites choses, des petits gestes pouvaient permettre à une personne de changer la perception qu'elle avait d'elle-même, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc, la troisième histoire que je vais vous raconter, c'est la plus importante pour Portrait de Montréal. C'est celle de David et Diamond. Alors David, lui, il a été poussé très jeune dans la drogue, dans la prostitution et dans les gangs. Il y a quelques années, il a décidé de sortir de tout ça, d'arrêter la drogue, passer à la méthadone pour essayer de se sevrer. Et un soir, dans sa rue, une voiture qui passe, une voiture de gang, qui se fait arrêter par la police. Tout le monde se fait embarquer. Dans le coffre de cette voiture, la police trouve un petit chiot dans une boîte en carton. Il s'apprête à l'amener à la SPCA pour éventuellement que le chiot se fasse piquer. Et David, qui connaît un peu ces policiers, va les voir et il leur dit moi, je vais prendre ce chiot chez moi, je vais en prendre soin. Il ramène ce chiot chez lui, qui est devenu sa chienne, Diamond. Quelques mois plus tard, Diamond développe des tumeurs. David utilise toutes ses économies pour la soigner. Elle guérit. Et quelques mois plus tard, Diamond rechute. Des tumeurs se redéveloppent. Là, il vend tous ses meubles, il vend toutes ses affaires pour soigner sa chienne. Elle est sauvée, mais David se retrouve à la rue avec elle. Bon choix, mauvais choix, c'est pas à nous de juger, mais David a choisi de placer la vie de sa chienne devant la sienne, parce que dans toute sa vie, c'est le seul être vivant qui lui a vraiment offert de l'amour finalement. Sans elle, il n'aurait plus rien en fait. Donc quand on a publié son histoire, ça a touché beaucoup de monde. Et elle a même fait la une du journal 24 heures. Je l'ai oublié, mais j'ai encore le journal. Et ce jour-là, pour la petite anecdote, quand David est rentré dans le métro, dans la rame, les gens l'ont reconnu sur la couverture et se sont mis à l'applaudir et à le prendre dans les bras. Il y a même quelqu'un qui lui a lu l'article, puisque c'est quelqu'un qui est illettré. Il n'a jamais su bien lire ou écrire, on ne lui a jamais appris. Donc ce jour-là l'a beaucoup touché. Et à la suite de cette publication, on a lancé une campagne de sociofinancement qui a permis de lever, grâce à plus de 160 personnes, plus de $6 000. Avec cet argent, on a pu lui trouver un toit, on a pu lui trouver un appartement, on a pu lui trouver des outils qui lui ont permis de retrouver une petite job de carrossier. C'est ce qu'il a su faire toute sa vie. À ce moment-là, il réparait une Mustang de 66, je crois. Et dans cet appartement, il a pu passer l'hiver 2014-2015 avec sa chienne et son petit sapin de Noël. Un an plus tard, il a dû quitter cet appartement parce que le propriétaire voulait le récupérer. Et une dame très généreuse du Mont-Royal leur a offert à tous les deux de les héberger puis de les nourrir en échange de petits travaux sur sa maison. Aujourd'hui, malheureusement, David et Diamond sont de retour entre les refuges et la rue, parce que le système, quand on en sort, il ne nous rend pas la tâche facile pour revenir dedans. Mais il n'y a pas plus tard qu'une semaine, ces deux sœurs, qu'il n'a pas vues, à qui il n'a pas parlé depuis des dizaines d'années, ont vu sur Internet une vidéo qu'on avait faite de lui il y a 4 ans, nous ont contactés et nous ont demandé d'essayer de les mettre, de les faire se retrouver. Donc on va essayer de les réunir, là on travaille là-dessus, mais pour l'instant, il n'a pas pu s'en sortir complètement. Ces 3 portraits-là, ils ne montrent pas que leurs vies ont été transformées, pas du tout, mais que la compassion dont les gens ont fait preuve à la suite de ces publications a permis d'améliorer sensiblement leur qualité de vie. D'améliorer sensiblement leur qualité de vie. Je suis désolé, je suis un peu ému parce que c'est quelqu'un qu'on suit depuis très longtemps et c'est un peu triste de le voir devant le Forever 21 sur Sainte-Catherine de temps en temps quand on passe devant, alors que c'est quelqu'un d'assez incroyable. Mais voilà, le but de ces histoires-là, c'était essentiellement de
d'essayer de mettre ces préjugés qu'on a sur l'itinérance de côté. Et on pense que ces publications ont permis à certaines personnes de changer la vision qu'elles ont ou qu'elles avaient de l'itinérance. Donc des préjugés, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des préjugés qui affectent les personnes qui sont en processus de changement de sexe. Il y a des préjugés qui affectent les personnes à mobilité réduite. Pour information, à Montréal, il n'y a qu'une dizaine de stations de métro sur 68 qui sont accessibles. Quand je dis accessible, c'est avec un ascenseur de haut en bas. Et quand je dis accessible, c'est pas seulement pour Kevin qui est en fauteuil roulant, c'est pour moi qui me casse une jambe au ski ou des parents d'un nourrisson. Il y a des préjugés qui affectent les populations autochtones. Ça, c'est Eric, que j'ai croisé sur Saint-Denis. À ce moment-là, il travaillait pour une association qui ramassait les déchets dans le quartier. Il faisait chaud, il était midi, il avait envie de prendre une pause, il s'est assis devant un piano public et je l'ai écouté 20 minutes sans rien dire parce que de ma vie, j'avais jamais entendu quelqu'un jouer aussi bien du piano. Il y a des préjugés qui affectent les réfugiés. Eux, c'est 2 frères jumeaux syriens, Ziad et Zaki, qui sont arrivés avec la batch de réfugiés, de 30 000 réfugiés de Trudeau l'année dernière. Leur rêve, c'était de devenir dentiste en Syrie. Ils habitaient à Damas. Ils étudiaient dans une ville un peu plus loin. Ils ont repris leurs études aujourd'hui, ils sont au cégep. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir réaliser leurs rêves, mais ils vont essayer. Et quand je les ai revus il y a quelques semaines, ils commençaient à parler assez bien le français. Et puis, il y a des préjugés envers nos chers hipsters, ne les oublions pas. Voilà. Donc, comment on fait pour développer cette compassion finalement ? Déjà, il faut bien garder en tête la différence entre les 2 notions, l'empathie et la compassion. L'empathie, c'est ressentir ce que l'autre ressent, et la compassion, c'est agir par rapport à ses sentiments qu'on essaie de mettre de côté. Il faut essayer d'écouter les gens qui sont autour de nous, prendre le temps de les écouter, essayer de mettre nos préjugés de côté, nos arrière-pensées et même nos conseils. L'écoute, parfois, c'est plus important que d'essayer de régler des problèmes instantanément. Et puis, il y a une autre chose qui peut être intéressante pour développer la compassion, c'est la méditation. Ça paraît idiot, mais il y a un moine bouddhiste et photographe français assez connu qui s'appelle Mathieu Ricard, qui est, je crois, porte-parole du Dalai Lama. En tout cas, il a participé à des études neurologiques sur son cerveau qui ont permis de montrer que la méditation favorisait le développement de la compassion, bien au-delà de l'empathie. La méditation, ça nous ancre dans le présent, ça nous permet de prendre du recul par rapport à l'hyperproductivité de la société, à l'abondance d'informations, et ça nous rend plus sereins par rapport à nos propres émotions, ce qui nous permet de prendre du recul, de la hauteur, pour essayer d'aider les autres. Donc vous pouvez retrouver Portrait de Montréal sur le web toujours, et puis sur le livre que j'ai amené, que je vais sortir tout à l'heure, qui reprend à peu près 275 portraits, dont certains inédits. Je vous invite à aller le feuilleter. Et puis je voulais vous dire 2 mots sur la Nuit des Sans-Abris, qui va avoir lieu le 20 octobre prochain, sur le Square Cabot, un peu plus à l'ouest, sur Sainte-Catherine. Nous, on y participe avec une expo photo, donc on y sera. Mais en gros, c'est un petit cheminement parsemé d'activités qui vont pouvoir vous montrer ce que c'est que le quotidien d'une personne qui est dans la rue. Donc je vous invite à y venir. Et puis, je vais vous laisser avec quelques mots d'un de nos auteurs préférés, à Michael et à moi, qui est dans l'introduction du livre, et qui s'appelle Isaac Asimov, un auteur d'anticipation. Et il a dit « Vos préjugés sont vos fenêtres sur le monde, nettoyez-les de temps en temps où la lumière n'entrera pas. » Merci à tous pour votre écoute, votre temps. Je voulais vous remercier quand même.